Voici le manche du Mirage 3R numéro 332. Ça fait 40 ans que j'ai à la maison et je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, notre partenaire, c'est Conflict of Nations. C'est eux qui vont sponsoriser cette Aviation Legacy extraordinaire avec mon paternel. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits, et en ce moment eh bien vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Décembre 83, notre escadron, le 133 Belfort, le premier escadron de la 33e escadre de reconnaissance de Strasbourg, est parti se déployer, se mettre en place sur la base de Solenzara. Solenzara qui est la grande base de l'Est de la Corse, pour une quinzaine, pendant laquelle nous allons effectuer du tir air-sol. Le tir air-sol, c'est un exercice qui est bien apprécié des pilotes, d'autant plus que, quittant les brumes du nord-est pour aller en Corse, tout le monde était très très motivé. Donc une douzaine d'avions se retrouvent là-bas pour commencer des qualifications de tir. Alors, pourquoi Solenzara? Déjà, j'en ai parlé parce que la météo est nettement meilleure, surtout en décembre. Mais aussi parce qu'au nord de Solenzara, environ 30 km au nord de Solenzara, existe un champ de tir qu'on appelle Diane, qui est une immense surface de maquis, qui est équipée avec, bien entendu, une petite tour de contrôle où officie un officier de tir, il y a des enregistrements vidéo, et nous tirons sur des cibles qu'on appelle des cibles Sphena, qui sont des grandes croix disposées comme ça de 5 mètres de côté, qui définit à peu près donc une surface de 25 mètres carrés. Alors le but de ces tirs, c'est avec un Mirage 3R, qui est équipé de 2 canons Sphena de 30 mm, c'est d'approcher aux environs de 500 mètres minimum, de tirer une rafale très très courte et de dégager sous fort facteur de charge pour se replacer en vente arrière et effectuer ce qu'on appelle une noria. Donc ce jour-là, c'était donc un mercredi 7 décembre 1983. La météo était absolument exécrable parce que nous avions un vent de nord d'environ 50 nœuds. Alors à 50 nœuds, on ne peut pas mettre des mirages en l'air, tout simplement parce que pour la sécurité, en cas d'éjection, eh bien, pour récupérer le pilote avec un vent de 50 nœuds, près de 100 km/h, ça pose des problèmes. D'autant plus qu'on est là en bordure de mer. Et qu'en bordure de mer, si l'éjection ou le crash se passe en mer, les hélicoptères de secours sont assez gênés et on risque tout simplement des noyades par exemple. Bref, ce jour-là, la météo était très très mauvaise et donc les vols étaient annulés. Nous avions traîné au Metz parce que finalement il n'y avait pas grand chose à faire. Et vers les 16h, 15h30, la météo a prévu que le vent baisserait jusqu'aux environs de 25-30 nœuds. Il a été possible de mettre une patrouille en l'air sur le champ de tir de Diane. Alors, bien entendu, le leader de cette patrouille de 4 avions, ce fut moi. Sous-lieutenant Chuet à l'époque, et derrière on avait le commandant d'escadron, le commandant d'escadre, c'est-à-dire le chef de toute la 33e escadre de chasse qui était venu pour 1 ou 2 jours, d'où la nécessité quand même de le faire voler. Et nous voilà partis à faire le briefing. Alors, j'étais pas tellement content parce que aller tirer sur un champ de tir avec un vent de 25 à 30 nœuds
de bord de mer perpendiculaire, eh bien, les tirs n'allaient pas être excellents forcément, puisque les obus, curieusement, volent comme les avions et dérivent. Donc il fallait calculer, c'était l'objet de tout mon briefing d'ailleurs avant le vol, il fallait calculer une certaine dérive de manière à placer le réticule de tir, qui était une croix lumineuse qu'on avait dans l'avion, placer légèrement à gauche de la cible, de manière à pouvoir faire dériver les obus directement, même s'ils volaient que quelques dixièmes de seconde, les faire dériver directement dans la cible. Donc, ce qu'on appelait la correction, faire une correction de tir. Toujours est-il que le décollage s'effectue normalement. Les avions rassemblent dans le nord du terrain en quelques minutes et ensuite nous voilà en train de contacter le champ de tir dont l'indicatif, comme tous les indicatifs militaires, sont toujours un petit peu comiques, et que c'était coquetier. Coquetier sur la fréquence secrète, bien entendu, que je ne vous livrerai pas. Là-dessus, les avions se disposent sur le champ de tir comme sur un circuit d'atterrissage, c'est-à-dire qu'il y a un avion qui va être en piqué, en train de viser, ouvrir le feu, dégager à 500 mètres, passer en vente arrière. Pendant ce temps-là, il y a un autre avion qui glisse en finale, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'aligner. Un autre est en vente arrière. Finalement, on est aux quatre coins du terrain d'aviation qui, là, en l'occurrence, est un champ de tir. En tant que leader, j'arrive, je fais une première passe. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les Sphena, pour comptabiliser les tirs, il y a à l'intérieur des micros acoustiques et qui entendent passer les obus. Donc sur la surface dont je vous ai parlé des 25 mètres carrés, le micro entend passer un obus, compte un obus, deux obus, trois obus, et vous donne le résultat qui est transmis, qui est lu exactement à la tour, qui est quelques kilomètres plus loin, et l'officier de tir vous annonce la passe, c'est-à-dire un obus, deux obus. Quand ça se passe très bien, vous avez 60 obus. Mais il faut savoir que les avions étaient armés, donc, comme je vous l'ai dit, de 2 canons de 30 mm, et chaque canon avait 60 obus. Alors 60 obus chacun, donc 120 pour l'avion, ça paraît énorme, mais quand on sait que la cadence de tir est de 20 coups par seconde, on voit que finalement les avions n'ont que 3 secondes de tir. Donc le but, c'était pas de presser la détente pendant 1 seconde, parce que là, on avait vidé un tiers des caissons, comme on disait. Donc il fallait avoir le doigt très très léger, et on pouvait, en faisant une petite impulsion, tirer environ de 15 à 20 obus. Ce qui fait, si on compte bien, on pouvait faire environ 6 passes de tir, 6 passes de tir à 20 obus, 120 obus, et il arrivait souvent qu'à la dernière passe, on appuie, il y avait 2 obus qui partent, et puis c'était terminé, on avait vidé les caissons. Bon. Et après, il fallait faire les comptes. Donc je reviens à ma première passe de tir, je fais 1. Évidemment très vexé, surtout qu'à l'époque, on pouvait faire des passes de tir, je crois que j'en ai fait jusqu'à 14 quand même, 14 obus qui passaient dans la cible, ce qui était, soyons modestes, excellent. Et toujours est-il que, première passe de tir, 1. Je dis la deuxième passe de tir, je vais faire une bonne correction parce que manifestement elle n'était pas bonne. Deuxième passe de tir, les autres faisaient pas mieux d'ailleurs. Les autres faisaient pas mieux parce qu'on entend l'officier de tir qui annonce 0, 1, 0, 4. Bon, c'était pas excellent. Deuxième passe de tir, je passe une excellente correction, je fais 0. Alors là vraiment je ne comprenais pas. Là je commençais à pas comprendre. Bien entendu, le vent en bas, on voit, il y a toujours une petite fumée qui se dégage. On voyait que le vent était très fort. Je dis là, prochaine passe de tir, recorrection 2. Ça s'améliore, mais c'était toujours pas terrible. Je rappelle que j'ai quand même 120 obus à comptabiliser. Je suis noté sur 120 là, et j'ai 3. Donc arrive la dernière passe de tir, dernière ou avant-dernière, suivant le pétrole, parce que les avions étaient prévus pour emporter un pétrole pour un vol de 30 minutes. On faisait 30, 35, 40 minutes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, environ 4, 5, 6 passes de tir au maximum. Donc dernière passe de tir, je fais une correction un peu plus forte. Et là, j'envoie une rafale, la plus appuyée des 4, faut être franc. Et là, je dégage, et en dégageant, alors, je n'ai pas parlé du dégagement, mais c'est quand l'avion arrive en courte finale, paraît attirer, il ouvre le feu aux environs de 700 mètres, on va dire, et il doit absolument avoir terminé à 500 mètres. Alors, comment savoir qu'on est à 500 mètres pour cesser le feu? Il y a une ligne de tir, une ligne d'arrêt de feu, je pense qu'on l'appelait comme ça, qui est au sol et que normalement on voit venir. Mais quand on était jeune pilote, ou même plus tard, on disait c'est bien simple, tu dégages quand tu as peur. Parce qu'effectivement, à 450 nœuds, quand on arrive à 500 mètres, il reste à peu près 2 secondes avant de percuter la Sphena, c'est-à-dire la cible. Donc à 2 secondes de percuter, il est temps de dégager. Et là,
avec un petit peu d'adrénaline et un peu de plaisir aussi. On dégageait très très fort. Le Mirage 3 encaissait excellemment léger et on dégageait à 6G et demi, 7G sans problème, ce qui nous faisait un peu plaisir pour passer en vente arrière. Donc, je dégage à 7G, franc, un dégagement franc, comme il est marqué dans le livre. Et là, j'entends un clang tout à fait inhabituel. Et alors, surtout, ce qui était très curieux, c'est que ce clang était à peu près je le situais 2 ou 3 mètres derrière moi. Donc, manifestement, il faut être franc, dès le départ, dès que la fin du clang s'est produite, je me suis douté que j'avais pris un ricochet. Et en dégageant, j'annonce, j'ai pris un ricochet. Pendant ce temps-là, l'avion, évidemment, avec toute l'énergie qu'il avait de ses 900 km/h, remonte pour aller chercher la vente arrière qu'on devait voler vers aux environs de 2000 ou 3000 pieds. L'avion continue à monter. Et là, j'entends le numéro 2 qui m'annonce « Vous avez le feu ». Bon, l'avion continue à monter. À ce moment-là, mon tableau de panne, sur la droite du Mirage 3, on avait un tableau de panne qui enregistrait toutes les pannes majeures. Par exemple, une panne électrique, panne hydraulique, panne d'oxygène, toutes les pannes importantes, voire moteur et tout. Et là, tout le tableau de panne s'est allumé rouge. Au moins, il n'y avait pas de souci. Je voyais qu'il s'était passé quelque chose. En même temps, j'entends l'officier de tir, qui lui, de sa tour, observait donc notre Noria, comme on l'appelait, m'annoncer « Non, il n'y a pas le feu ». Bon, très bien. Et là, je vois mon compte tour, le tour moteur. Je rappelle, si je me rappelle bien, qu'à l'époque, un Mirage plein pot, ça devait être à 8400 tours. Et là, on devait tourner aux alentours de 7500, 8000 tours peut-être. Et là, le compte tour dévissait. Donc j'ai vu que la T4, c'est-à-dire la température tuyère diminuait actuellement. Et je me rappelle même que j'ai lu la température de 400 degrés, ça veut dire qu'elle est en diminution, forte diminution. Donc j'ai bien vu que j'avais une extinction réacteur, à minima, et j'ai annoncé, je tente un rallumage. Alors, sur la manette des gaz qui était sur le côté gauche, on avait un tout petit boulon, une petite cerise, un petit bouton rouge, et il suffisait de le déplacer de quelques centimètres vers l'avant, et là, les allumeurs, le système de rallumage, se mettaient en route pour éventuellement essayer un rallumage. Mais je savais que j'avais quand même peu de chance. Alors j'ai un peu bougé la manette, le rallumage, manifestement, avait pas trop d'effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clang dont je suis en train de vous parler, et l'éjection, j'ai fait quelques calculs à peu près, il s'est passé au maximum une quinzaine de secondes. Hein. Donc tout ce que je vous raconte s'est passé en 15 secondes. Donc je dégage, on m'a dit il y a le feu et il n'y a pas le feu, et j'annonce, je pense que je vais devoir m'éjecter. Et à partir de ce moment-là, plus rien sur la fréquence, parce que je sens très bien la puissance de l'avion qui s'en va. Il y a un fading, on va dire, pour parler un peu anglais, de la fréquence, et panne électrique complète. Je vois bien que je suis tout seul, il n'y aurait plus de radio. Très bien. L'avion a continué sur sa lancée, monte, en train de passer vers les 2000, 2500 pieds, toujours en montée, mais là, en mode planeur. Devant moi, il y avait la mer, mais j'étais déjà en virage, et instinctivement, j'ai vu les montagnes corses qui se présentaient sur ma gauche, et j'ai visé un peu les montagnes corses, parce que, comme je savais que j'allais m'éjecter, je pensais bien qu'il fallait mieux, surtout ce jour-là, s'éjecter sur terre que sur mer. Parce qu'on avait, bien entendu, une très très bonne connaissance des éjections, on avait été très très bien entraînés. Et il y avait eu des cas d'éjection où les pilotes étaient retrouvés en bonne santé dans l'eau, s'étaient emmêlés dans les suspentes, une vague, deux vagues, trois vagues, et avec l'équipement, s'étaient noyés. Donc j'avais quand même, bien que je nageais très très correctement, voire plus que ça, puisque je faisais le PAM, le pentathlon aérien militaire à l'époque, donc j'étais excellemment en forme. Et j'ai dit, quelque chose dans mon cerveau me disait, il faut mieux s'éjecter sur terre que sur mer. 15 secondes, je vous ai dit 15-20 secondes après, l'avion est toujours en virage, et il va falloir faire quelque chose, donc pas de rallumage, panne électrique totale. Bon, enfin, il vole. Et je vais mettre les ailes à plat. Et à ce moment-là, je dégauchis pour avoir fini mes 180, enfin pas tout à fait, 150 degrés de virage. J'ai ma montagne corse en face. Je réduis le néo, je mets mes ailes à plat pour optimiser l'éjection, parce qu'évidemment, quand on s'éjecte, il faut mieux être en bonne position plutôt que sur le côté, voire upside down. Et à partir de ce moment-là, j'ai fini de dégauchir mes ailes, et là, le manche dans le béton, c'est-à-dire plus d'hydraulique, donc plus de commande de vol. Alors là, ça a été relativement très très vite, parce que l'analyse se faisait de plus en plus vite. J'ai vu passer mon badin par 200 nœuds en diminution, et c'est là qu'on commence la deuxième phase, c'est-à-dire la phase
d'éjection. Alors, j'estimais la première phase entre 20 secondes peut-être, jusqu'au moment de l'éjection. Et entre le moment de l'éjection et le fait que je touche par terre, j'ai estimé à peu près de l'ordre de 1 minute 10, pas plus. Alors ça va très très vite. Hein. Donc l'éjection, que faire? On était super entraînés et sur le Martin Baker Mark IV, qui était un excellent siège éjectable, nous avions le choix entre une poignée haute, ce qui se présentait comme une petite tirette qu'il suffisait d'attraper avec les 2 mains, et là on tirait 21 cm, je me rappelle encore de mes cours, 21 cm de rideau, un rideau en tissu qui descendait devant le visage. Alors ça avait un excellent avantage, c'est que ça vous permettait, j'avais le casque sur la tête, de reculer la tête avec ce casque qui est malgré tout, et tout l'équipement qui est malgré tout très lourd, de reculer la tête, de mettre bien dans l'axe du siège éjectable, et surtout, en plus, d'avoir les mains dans une excellente position, c'est-à-dire cette position-là, je ne sais pas si on voit bien, mais l'avantage de cette position, c'était non seulement la tête, comme je viens de le dire, excellemment placée, en position de résistance, et surtout les bras le long du corps. C'est-à-dire, si vous sortiez à une vitesse très très forte, eh bien, ça vous évitait de vous faire démembrer. Parce que ceux qui sortaient à 600 nœuds, il fallait mieux pas avoir les bras comme ça, d'accord? Une fois qu'on a tiré le rideau, il se passe environ 1 seconde, et là, la verrière, il y a des boulons explosifs de verrière, saute, et avec le vent relatif, s'évacue. C'est-à-dire que vous devez attendre à peu près 1 seconde, et c'est relativement long, pour que la verrière sorte et que l'initiation du siège commence. Alors le siège est monté sur des rails et est propulsé par 2 ou 3, je ne me rappelle plus, cartouches pyrotechniques qui, tout simplement, comme un fusil de chasse, ça partait dans un canon, ça entraînait le long de la glissière le siège. Alors l'avantage, c'est que ça marchait très bien, la preuve, mais l'inconvénient, c'est que c'était une poussée quasiment instantanée et qu'on prenait 19 G. Alors on va revenir sur ces 19 G, parce que lorsque j'ai saisi ma poignée haute, curieusement, et je me rappelle 40 ans plus tard, je me suis dit, je vais bien garder mes petits points fermés, de manière à garder en souvenir le rideau. Parce que le rideau me plaisait bien, il y avait du jaune, du noir, j'ai dit ça va faire bien dans mon bureau. Et le siège est parti, et une seconde après, là j'ai perdu connaissance, parce que je ne me souviens pas, je ne me souviendrai jamais, du moment où j'ai relâché, j'ai rouvert mes doigts et que le rideau a disparu. Alors, s'il y a des chercheurs de rideaux sur le champ de tir de Diane, ils ont le trouvé, ou un chasseur de champignons peut-être tombé dessus et essayer de demander ce que c'était. Bref, toujours est-il que le siège part, je prends 19G, je perds connaissance. Alors est-ce qu'on peut dire vraiment perdre connaissance lorsqu'on a perdu... Est-ce que c'était un super voile noir pendant 1 seconde, 1 demi-seconde, je ne peux pas dire, mais toujours est-il que je me suis réveillé, pendant la séance de séparation, le siège et le pilote, à un moment, le siège éjecte, si on peut dire, avec un système de pyrotechnique aussi, si je me rappelle bien, éjecte le pilote de manière à ce qu'il y ait une séparation siège d'un côté, pilote parachute de l'autre. Et à ce moment-là, je me suis senti basculer vers l'avant et schlock, dans la foulée, j'ai senti l'ouverture du parachute. Bien. Je suis donc sous voile, très très rapidement sous voile, avec les 2 sangles de parachute qui me basculent légèrement la tête vers l'avant, ce qui fait que la première chose que j'ai voulu voir, on nous avait appris à vérifier la coupole, donc je regarde, je vois que mon parachute blanc, je me rappelle, est là, et la deuxième chose deux choses, je voulais voir 2 choses, premièrement peut-être le siège tombé, savoir où il était, pas qu'il me revienne trop près, ou essayer de faire quelque chose, lever les jambes peut-être, je ne sais pas. Et la deuxième chose, surtout l'avion, savoir l'avion, s'il n'était pas dangereux pour moi, et surtout où il allait tomber. Parce que malgré tout, c'est une inquiétude qui vient très très vite. Savoir si il tombe dans la mer, s'il tombe sur le champ de tir et tout. Donc, et bien entendu, j'étais face à la tour, je vois très bien la tour, je vois très bien les avions, mes équipiers qui m'entourent, qui surveillent ça. Tout le monde se tait, forcément là j'avais encore moins de radio que tout à l'heure, et alors je fais un petit signe comme ça, et impossible, j'étais bloqué, impossible de voir ce que je voulais voir. Bon, je descends, je vois que je descends pas mal, là je respire bien, pas de problème, ça descend, je vois bien le champ de tir, je vois que je vais assurer le toucher dans le maquis du champ de tir, où il y a quelques quais, quelques chemins, enfin, pas de problème pour le toucher. Et avant de toucher, il fallait qu'on se libère du pactage de survie. Alors derrière ou sous les fesses, on avait un pactage de survie qui était assez important, puisque
il fallait le libérer de manière à ne pas toucher d'une mauvaise position et là encore se blesser au niveau du dos. Alors, ça s'appelait le pactage Sater. Oui. Et il y avait un petit clip, on pressait un petit clip et là, une grande sangle se déployait, une sangle de 6 à 10 mètres, je ne me rappelle plus. Et au bout, il y avait, en survie, bien entendu, un petit canot qui est grand comme ça, qu'on voit bien maintenant dans les films, quand ils arrivent dans l'eau, il y a un petit canot, voire dans Top Gun, ils se glissent dans le canot. Et le canot se gonfle, je vois bien, et je me dis, là je peux souffler. Dès que je vais voir toucher le canot, je vais me préparer à l'atterrissage parce que ça va venir vite. Et puis, bien entendu, il y avait quand même pas mal de vent ce jour-là, je vous rappelle. Et mon canot avait lui aussi, comme mes obus, il avait une légère dérive. Je dis, bon, c'est pas de problème quand j'ai touché. Et là, le parachute descendait tellement vite que j'ai jamais vu mon canot touché. J'ai touché le sol, pour ainsi dire, je ne sais pas comment, en même temps que lui. J'étais un peu surpris, mais j'étais souple et tout. J'ai fait un beau roulé-boulé, le casque s'est un peu soulevé, j'ai un peu râpé la terre, et c'est très amusant, on y reviendra tout à l'heure, parce que le maquis avait été un petit peu brûlé à cet endroit-là, et je me suis retrouvé un petit peu tout noirci d'un côté de la tête. Et il faut savoir quand même que ça m'avait soulevé les 2 visières du casque que vous pouvez voir là, parce que c'est lui le casque avec qui j'ai fait ce tour épique. Je me pose et ce que je ne savais pas, c'est que quand vous sortez d'un siège éjectable, la coupole du parachute s'ouvre, mais se trouve, si la vitesse est inférieure à 200 nœuds, elle ne va pas s'ouvrir entièrement, c'est-à-dire il n'y a pas la surface maximale. Parce qu'à l'intérieur, au bout des suspentes de parachute, sont cousus en zigzag comme une sorte d'amortisseur. Si la vitesse est supérieure à 200 nœuds, les amortisseurs de ce parachute, qui sont à peu près larges comme ça, et cousus en zigzag, craquent et ouvrent la coupole. Augmente la surface de descente de la coupole. Si vous éjectez, comme c'est mon cas, aux environs de 180 nœuds, ce système d'amortisseur ne va pas jouer, mais la coupole va être beaucoup plus fermée, donc le tube de chute est beaucoup plus important. Et le parachutiste d'essai m'avait dit tu as dû descendre aux environs de 10 mètres secondes quand même. Donc j'arrive enfin sur Terre. Je me rappelle avoir vérifié que j'étais bien posé avant de manœuvrer l'ouverture du parachute. Je vois que je suis pas trop blessé sur le coup, j'enlève mon parachute. Et puis, comme j'étais près d'un chemin de servitude, la tour de contrôle du champ de tir, Coquetier, je le rappelle, a fait venir une Jeep. À l'époque, on avait encore des Jeeps. Je suis monté dedans et là, presque dans les 5 minutes, l'hélicoptère SAR, Search and Rescue, est venu de Solenzara, où il était basé, où il y a un escadron à l'époque, il y avait un escadron de Search and Rescue, aussi bien nautique que terrestre. Et il est venu me chercher, on est monté dedans. Et là, c'était une autre affaire, puisque il a fallu aller directement à l'infirmerie, voir si j'avais rien, me faire une prise de sang pour savoir si j'étais positif. À l'époque, on ne parlait pas de produits particuliers, mais c'était plutôt du vin rouge. Mais non, j'ai pas bu aucun alcool, Dieu merci. Et tout s'est passé relativement normalement. L'enquête, quelques jours plus tard, finalement a résumé exactement tout ce que je vous ai dit. J'avais tiré dans les limites de tir. J'ai jamais su, en revanche, si j'avais été enregistré ou pas par les caméras, parce que de temps en temps elle fonctionnait, de temps en temps elle fonctionnait pas. C'était quand même une autre époque, il y a 40 ans, c'était pas l'informatique d'aujourd'hui. Et toujours est-il que je suis sorti, on m'a dit c'est un coup de pas de chance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est bien beau d'annoncer sur la fréquence que on a été touché par un ricochet, mais ça aurait pu être autre chose, comme on dit les enquêteurs. Ça peut être une pièce qui aurait cassé dans l'avion, ça pouvait être éventuellement, pourquoi pas, une percussion de gros oiseaux. Tout est possible, mais évidemment sur le coup, j'y ai pas pensé. Mais en fait, près de l'épave, d'ailleurs épave qui est tombée juste en bordure du champ de tir, elle a calciné quelques pieds de vigne et a fini dans un bosquet, après avoir franchi, je reconnais, une route. Et Dieu merci, il n'y avait personne, donc pour ainsi dire quasiment pas de dégâts, un léger feu qui a été éteint par les pompiers de la base peut-être 1 heure après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a retrouvé l'obus qui m'avait percuté, on l'a retrouvé à proximité du réacteur. L'obus qui était retrouvé dans mon moteur, on voit qu'il est très martyrisé, et manifestement des études métallurgiques ont prouvé que toute cette découpe avait été faite par un métal qui était le même que celui du compresseur de l'avion. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il soit monté dans le compresseur de l'avion, il est détruit, et pas mal d'ailettes sont passées vers l'arrière, d'où
Mon numéro 2 m'a dit que la flamme était aussi longue que l'avion, aussi longue que le Mirage, donc il avait annoncé il y a le feu quand même. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. C'était, si je me rappelle bien, le lieutenant Bellec. Hein. On ne prononce pas de nom en vidéo, mais maintenant, 40 ans plus tard, je crois qu'on peut le faire. Et donc voilà le responsable. Donc l'enquête était entre guillemets assez vite faite. On s'est rendu compte non seulement que c'était pas un de mes obus, mais c'était un obus qui traînait sur le champ de tir, parce que à force de tirer des obus, il y en a nombreux qui restent. Et il avait été percuté par un de mes obus. Il était remonté et d'où le choc. Alors ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'un obus de 30 mm, eh bien la démonstration est faite que ça peut vous descendre un Mirage 3, voire même tout autre avion. Alors la conclusion de tout ça, eh bien c'est que d'abord un grand merci à la société Martin Baker, Mark 4, maintenant je crois qu'on en est au Mark 16 voire plus. Et ça c'est excellent. Je crois que c'est le numéro, ma carte Martin Baker que j'ai encadrée là-haut. Je suis le 3446e éjecté. Je pense qu'il y en a eu pas mal derrière. Pour la petite histoire, moi je me suis éjecté qu'une fois et Dieu merci, ça s'est excellemment passé. Et j'espère que toutes les futures éjections se passeront de la même manière. Parce que si aujourd'hui, 40 ans après, j'ai un petit peu de souplesse, eh bien c'est pas du tout à cette éjection qui s'était passée excellemment. D'ailleurs, 9 jours plus tard, parce que la suite de l'histoire, 9 jours plus tard, je suis remonté dans un Mirage, après être remonté à Strasbourg avec un avion de transport, bien entendu. 9 jours plus tard, je suis remonté dans un Mirage, refaire un vol, et j'ai eu aucune appréhension. On peut même dire que ça avait ajouté une un certain confort de vol, parce qu'on savait très bien que, j'allais dire, il n'y avait presque pas de risque dans un Mirage. Là-dessus, j'ai quand même ramené, je vous ai dit, quelques souvenirs. Donc, les obus, mon casque qui est ici, avec lequel j'ai fait cette éjection. Et il faut savoir que tout le matériel avec lequel vous êtes éjecté, il y a eu tellement de contraintes, donc 19J, on ne sait pas tellement bien comment la fatigue qu'ils ont pris, donc c'est réformé. Et comme à l'époque l'institution était quand même bonne mère, on m'a donné tous les éléments réformés. C'est-à-dire que j'ai eu un parachute, j'ai eu mon harnais, j'ai eu mon casque, j'ai eu mes gants, ma combinaison de vol, c'était bien à l'époque pour aller faire du ski d'ailleurs. Et puis j'ai récupéré, peut-être le plus intéressant, j'ai récupéré le manche, le dernier manche que j'ai tenu, le manche du Mirage numéro 332, qui était d'ailleurs un des plus vieux Mirages et qui allait être réformé quelques temps après pour les échanger, ces Mirage 3R contre des Mirage F1CR. Toujours est-il que voilà le manche que j'ai gardé. On voit, il n'y a plus la queue de détente sur laquelle on pressait pour faire partir les obus, mais il y a quand même il a brûlé un petit peu, bien entendu, mais il y a toujours le compensateur qui fonctionne en tant que cliquetis. De temps en temps, si j'ai une cause un peu d'angoisse de ne plus voler, eh bien je me mets des petits coups de compensateur, vu que les avions que j'ai pilotés après n'avaient plus de compensateur, c'était tellement moderne. Voilà, avant de finir, il y a quand même, moi ce que je préfère, c'est quand même le côté humain de l'affaire, et je me rappelle qu'après cette éjection, dans la soirée, une fois que tout a été entre guillemets réglé, on a fait une fête, bien entendu, et j'ai fait la photo avec les pétafs, c'est-à-dire avec les armuriers qui avaient préparé le siège, parce que un siège, eh bien évidemment, faut l'entretenir, c'est à base de cartouches, donc c'était les armuriers qui s'en occupaient. Et je me rappelle avoir fait une photo avec eux que j'ai du mal à retrouver, bien entendu. C'est une des photos à laquelle je tiendrai le plus et j'ai du mal à la retrouver. Et évidemment, j'ai oublié les noms de ces gars qui étaient quand même des grands professionnels. Puis, il faut être franc, m'ont sauvé la vie. Autre chose, un petit toujours côté humain, il y avait une excellente équipe dans cet escadron 133 Belfort, qui avait été celui de Saint-Exupéry d'ailleurs. Saint-Exupéry qui nous avait quittés en partant avec son P-38 d'une base de Corse aussi. Bien, j'ai pas fait pareil que lui, Dieu merci. Et il y avait une excellente équipe, l'escadron, et puis je voulais remercier ceux à qui j'ai pas parlé depuis bientôt plus de 40 ans, c'est-à-dire le commandant à l'époque Jean-Charles Griveaux et le commandant Chénion, à qui je fais, s'ils pouvaient me voir, ou pourquoi pas leurs descendants, un salut. Salut les chefs, c'était super cette époque-là. Et puis je crois que je vais finir là-dessus.
just close my eyes and